l'industrie verte, mais on va essayer de vous le prouver. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pour autant, le président de la République l'a remis dans la question de la filière bois, dans la question de l'industrie verte, ce qui n'était pas une évidence à la base. Ça nous a posé question, alors qu'on en avait beaucoup parlé pendant le Covid, de la capacité à avoir une souveraineté industrielle. Et donc voilà, on a trouvé que c'était important de bien repréciser la façon dont la filière se positionnait. Et puis, on parle aussi beaucoup, on reviendra sur du hors-site en ce moment. C'est un terme qui revient beaucoup. Donc, on va vous montrer aussi comment il y a un lien entre hors-site et industrie bois, puisque en fait, on est fondamentalement une filière sèche. Du coup, on va peut-être passer directement. Je ne sais pas qui passe les slides. Hop. Oui. Donc, très très rapidement, parce que le but, c'est rentrer dans le vif du sujet. Donc, FIBois France, c'est le réseau des interprofessions régionales de la forêt et du bois. Donc, on regroupe plus de 3500 acteurs professionnels qui vont de la forêt jusqu'à la construction, de la graine à la planche, même au-delà, donc jusqu'à la maîtrise d'ouvrage, en passant par le bois énergie, qui sera peut-être un peu moins notre sujet, encore que voilà, aujourd'hui. Et du coup, on a un rôle d'interface en fait entre le territoire et puis les différentes strates de la filière. Je vais tout de suite passer la parole à Jérôme. Bonjour, bonjour à tous. Je suis Jérôme Martinez, responsable du label Bois de France. Qu'est-ce que c'est le label Bois de France? C'est un label d'origine sur le bois qui a été créé par la filière bois française pour distinguer les produits qui sont issus de la forêt française et transformés en France. Donc un made in France en fait spécifique au bois pour éviter par exemple ce que vous avez pu voir des fois dans des émissions de télé, le parquet en chêne français mais transformé à l'autre bout de la planète. Voilà, donc c'est un label qui a 3 ans et qui se développe aujourd'hui. Ça a été lancé donc en 2020. Aujourd'hui, on a près de 200 entreprises qui assurent cette traçabilité depuis la forêt française jusqu'aux produits et même jusqu'au projet de construction en bois français. Et ça permet de mettre en avant des valeurs de circuits courts, d'empreinte carbone réduite aussi, parce que forcément, si vous faites moins circuler le bois, aujourd'hui, on parle beaucoup d'empreinte carbone sur plein de choses, y compris dans la construction, de développer les territoires et nos emplois locaux. Donc, voilà un petit peu ce qu'est Bois de France très, très rapidement. Et puis, je vais passer tout de suite à la présentation de la filière. On va vous refaire un petit panorama rapide de la filière, donc de l'amont jusqu'à l'aval, depuis cette forêt jusqu'à la mise en œuvre, avec ces différentes étapes de transformation. Si on commence par la ressource forestière, on a en France la 4e forêt d'Europe. Donc, c'est quand même une forêt importante, c'est 17 millions d'hectares. C'est une production, ce qu'on appelle une production biologique, parce que finalement, la forêt, c'est une usine à bois qui pousse en permanence. Voilà, toutes les 10 minutes, c'est l'équivalent de la charpente Notre-Dame, donc c'est plus de 2000 m3, qui pousse en forêt française. Donc, c'est une usine à bois permanente, jour et nuit. Voilà. Donc, c'est 90 millions d'hectares, de mètres cubes chaque année qui est produit par cette forêt. On en récolte 48. Donc, vous voyez, on ne récolte pas tout ce que la forêt produit. On a encore des possibilités d'augmenter cette récolte, de gérer encore certaines parties de forêt qui ne sont pas gérées. C'est une forêt qui est à 2 tiers feuillu, 1 tiers résineux, mais dans la récolte, on est plutôt à 2 tiers résineux, 1 tiers feuillu. Et puis 50% en effet de la forêt française détient un certificat de gestion forestière durable, une certification sur la gestion forestière durable, même si l'ensemble de la forêt dans sa globalité est quand même géré durablement en France. Sur cette récolte de, on va dire, quasi 40 millions de mètres cubes, donc c'est énorme, on a la moitié, c'est ce qu'on appelle du bois d'œuvre, donc des choses qui vont nous servir à faire justement des sillages, notamment pour la construction, mais d'autres produits comme les mérins, donc ça c'est pour les tonneaux, le bois sourail, les panneaux, et puis tout ce qu'on va appeler le bois d'industrie. Donc là, on va aller sur des panneaux, de la pâte à papier, etc. Et puis, on a une 3e utilisation qui s'est beaucoup développée ces dernières années, même si c'était déjà quelque chose de très ancien, finalement, le bois énergie, le bois bûche, ça c'est même l'usage le plus ancien du bois. On a le bois énergie qui se développe aussi encore beaucoup ces dernières années avec des chaufferies et de l'usage de particuliers. Une petite
diapo pour vous expliquer que, en fait, ces trois usages dont je viens de vous parler, le bois d'œuvre, le bois d'industrie, le bois énergie, ils sont indissociables, en fait. Ils sont fondamentalement liés de par la nature, en fait, des arbres. Dans un arbre, alors c'est très schématique là, évidemment, mais dans un arbre, on va récolter du bois d'œuvre, dans ce qu'on appelle l'agrume, hein, le tronc de l'arbre, mais on va récolter aussi du bois industrie, le haut de l'agrume, des grosses branches, etc. Et puis, on va récolter du bois énergie aussi, c'est-à-dire les parties les plus fines. Et puis, même dans sa transformation, vous voyez, bon, les arbres, ça pousse, c'est rond, c'est pas carré, c'est embêtant. Et donc, du coup, quand on les scie pour en faire des poutres, des planches, etc., on a pas mal de déchets. Mais dans la filière bois, les déchets, c'est jamais des déchets. C'est ce qu'on appelle des produits connexes parce que finalement, c'est des matières premières pour d'autres industries. Tout est valorisé dans le bois en permanence. Et donc, tout ce qu'on n'aura pas, entre guillemets, scié, qui ne sera pas des planches ou des poutres, etc., va être réutilisé pour faire du panneau, pour faire du papier, pour faire du bois énergie, etc. Donc, la filière bois, déjà, l'arbre produit les trois grandes familles de produits. Et dans la filière bois, après aussi, on a beaucoup d'échanges de matières entre les différentes industries. Donc, la filière bois est un écosystème assez complexe avec beaucoup plus de flux de matière. Et voilà, et c'est exactement ce que démontre ce schéma, c'est que quand vous essayez de schématiser les flux de matière dans la filière bois, ça donne ça. Voilà, donc on ne va pas rentrer dans le détail, hein. C'est juste pour illustrer que, voilà, ce que je vous disais, les déchets des uns sont les matières premières des autres. Entre la forêt et la mise en œuvre, il peut y avoir 2, 3, 4 transformations du bois. Donc on est sur une filière où il y a beaucoup d'échanges et où toutes les entreprises sont finalement liées. Si on avance. Ah, ok, on a des personnes qui nous rejoignent. Si on regarde un petit peu justement en termes d'entreprise, quand on va parler d'industrialisation aujourd'hui, au niveau déjà des scieries, on connaît la diagonale du vide en France. Bon, bah, pour les scieries, c'est un peu l'inverse. On a beaucoup de scieries dans cette fameuse diagonale, depuis les Landes, évidemment, hein, qui est le premier massif forestier français, jusqu'au nord-est, avec notamment le massif vosgien, où ce sont des régions d'une part forestières, et donc du coup, qui dit région forestière, dit des régions de première transformation du bois. Donc, beaucoup de scieries qui sont localisées dans ces secteurs-là et qui transforment donc, ces fameux bois résineux et ces fameux bois feuillus. Et tout à l'heure, je vous disais qu'on récoltait 2 tiers de feuillus, 1 tiers de résineux, 2 tiers de résineux, pardon, 1 tiers de feuillus. Et quand on regarde dans la transformation, finalement, on s'aperçoit que dans la production, on est même à 83% de sciage résineux et 17% de sciage feuillu. C'est dû à deux choses. D'une part, parce que dans le résineux, les troncs sont assez droits, donc on a un rendement matière qui est assez important. Et d'autre part, donc meilleur, hein, dans le résineux. Et d'autre part, dû à l'export des grumes, parce que aujourd'hui, on a un phénomène d'export des grumes sur le feuillu qui est assez important, qui démarre aussi un peu sur le résineux, malheureusement. Mais donc, tout l'intérêt aussi de réindustrialiser avec la filière bois en France pour essayer de ne plus être dans le principe d'un pays en voie de développement, de laisser notre matière première partir et de racheter des produits finis, mais de bien les transformer, bien transformer notre matière première en France. Si on continue dans la filière, on arrive à tout ce qui va être en bout de chaîne sur des secteurs que vous connaissez, la construction. Un petit slide rapide pour vous expliquer deux choses. La première, c'est que même sur la construction, donc même sur ces fameux bois résineux que pourtant on scie beaucoup en France, on est quand même très dépendant de sillage étranger, donc notamment allemand et autrichien et scandinave. Donc ça, c'est ce qu'on essaye c'est voilà, la tendance qu'on essaye un petit peu de renverser depuis quelques années, avec des investissements dans les industries françaises, avec des labels comme Bois de France pour mettre en avant les bois français. Et puis, juste pour vous dire, parce qu'on parle beaucoup dans la construction de panneaux massifs comme le CLT, etc. Ce sont des choses qui se développent. Mais aujourd'hui, le principal produit qui est utilisé dans la construction bois, c'est l'ossature bois. Et l'ossature bois, ce sont des sillages assez simples qu'on est capable de produire en France. Donc, on aurait tout à fait la capacité sur la construction bois d'améliorer notre indépendance en termes de matière et d'industrie sur la construction bois avec la filière bois française. Voilà un petit peu pour ce panorama rapide de la filière. Et je vais passer sur la balance commerciale pour illustrer aussi un petit peu tout ce que je viens de dire. C'est qu'on a une balance commerciale sur la filière bois qui est déficitaire
C'est l'une d'ailleurs des plus déficitaires en France, c'est un vrai problème. Elle est déficitaire sur plusieurs sujets. Vous voyez, en termes d'exportation, la fameuse exportation des grumes qui est quand même importante. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on n'est pas mauvais, mais ce n'est pas forcément ce qu'on veut, exporter nos grumes. Et à l'inverse, on a beaucoup d'importations sur des produits finis, des produits d'ameublement, des produits de papier, et des produits de la construction surtout aussi. Et donc ça, c'est ce qu'on essaye aujourd'hui voilà, de renverser un peu cette vapeur-là pour améliorer cette balance commerciale de la filière bois qui est déficitaire déjà depuis de très nombreuses années. Voilà. Et je te passe la parole, Céline. Du coup, on va un peu parler emploi, parce que du coup, ce qui est intéressant par rapport, donc je vous parlais tout à l'heure du hors-site, on ne dit plus préfabrication, parce que c'est plus un joli mot, donc on invente des nouveaux mots, donc on dit hors-site, mais le hors-site, il existe fondamentalement, puisque en fait, la filière bois est une filière sèche, contrairement à la filière béton. C'est juste qu'on revient à des fondamentaux et donc du coup ça change fondamentalement en dehors des sujets du fait que effectivement c'est très intéressant en termes de délai et de chantier, etc. C'est surtout que ça va changer la façon de où se trouvent les emplois. Et comme en plus on est une filière longue, comme l'a dit Jérôme, avec plein de transformations, ce qui est un peu différent de la filière chanvre par exemple, où il y a moins de transformations, d'autres biosourcés où on est vraiment où on trouve le chanvre à moins de 100 km, et il y a une chanvrière, et puis voilà, ça s'est transformé. Là, on est vraiment sur une filière avec plein d'étapes. Et du coup, les emplois ne sont plus forcément sur les chantiers, ils sont dans la partie industrielle. Et ça, en fait, on a tendance un peu à l'oublier quand on change de ce changement de paradigme. Donc, du coup, ce que ça donne en termes d'emploi, donc déjà, si on arrive à réinjecter effectivement des investissements dans l'industrie, forcément, ce sont des emplois non délocalisables. Donc là, c'était un lien aussi avec ce qu'on disait. On prend souvent l'exemple de l'Allemagne, qui finalement a une forêt qui a moins d'hectares que nous, donc 11 millions d'hectares contre 17 millions d'hectares en France. Et ils ont plus d'1 million d'emplois, puisque il y a une culture en fait qui ne s'est pas perdue, des charpentiers, des scieurs, etc. Alors que nous, on a un peu revenu en arrière après la Première Guerre mondiale, on a un peu arrêté cette culture-là et on revient avec des investissements, mais c'est toujours plus difficile on va le voir en termes d'acceptation sur les territoires, de remettre une usine alors qu'elle a disparu. Donc nous, on a tendance à dire qu'aujourd'hui, la filière bois, c'est 440 000 emplois, ce qui est pas rien. Alors, emploi direct, indirect, c'est toujours la complexité de les calculer, mais c'est plus que la filière automobile. Aujourd'hui, si on compte la totalité d'emplois, des ETF, enfin, des bûcherons jusqu'aux constructeurs. Donc, si on passe et si on regarde les emplois donc par secteur, on voit que la construction, et c'est logique par rapport à ce que disait Jérôme sur la part de bois d'œuvre, qui est la plus grande part, donc plus de 50% va pour le bois d'œuvre. Donc, c'est dans la partie construction qu'on a le plus d'emplois. Vous voyez, là, il y a écrit 395 000 emplois. C'est pour vous dire qu'on est autour des 400 000. Forcément, voilà, il y a une difficulté à savoir ce qu'on prend en compte, mais ça vous donne un peu une idée, avec quand même l'énergie autour de 10% et l'emballage bois et carton, donc bois industrie, autour de 11%. Si on passe et si on regarde la répartition, donc là, on va retrouver à peu près la carte de Jérôme sur les scieries, donc sur les emplois. Ça a un impact. Je n'ai pas mis la partie forêt, mais dès la forêt, en fait, si on a du mal à recruter et à former, par exemple, des gestionnaires forestiers ou des bûcherons, forcément, on ne peut pas continuer le reste de la chaîne. Donc, en fait, on est tous dépendants fondamentalement de l'amont forestier. Donc, voilà, on pourrait regarder. Et donc, ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les sujets d'emploi, de formation et d'attractivité de la filière, bon, comme dans plein d'autres domaines d'ailleurs, mais c'est particulièrement le cas. Donc, on voit bien là qu'on a des grosses poches, effectivement, sur la partie Landes et sur la partie Est de la France. Si on regarde sur les autres secteurs, la slide d'après, on est là sur la partie meubles. J'ai quand même mis la partie ameublant parce que ça change un petit peu la donne. Et c'est quand même, si on souhaite justement éviter
réduire la balance commerciale, il va falloir réinternaliser une partie de l'ameublement en France, c'est l'utilisation des grumes pour l'ameublement. Et puis, le dernier slide, c'est donc la partie construction, qui est là un peu plus dispersée tout au long, enfin, un peu partout géographiquement en France, avec forcément un focus sur l'Île-de-France, avec la possibilité d'avoir peut-être un retour des industries de deuxième transformation plus proche du bassin parisien et là où il y a le marché. Et ensuite, on voulait faire un petit focus rapidement, parce que la question, c'était quand même, est-ce que l'industrie bois est une industrie verte? Donc, on a effectivement présenté un peu tout ce qu'on s'est dit, et on va reparler un peu carbone, 3 minutes, pour se redire, bah, voilà, dans tout ça, est-ce que finalement, ça vaut le coup d'investir dans cette industrie? Et le carbone, donc, vous savez, je ne vais pas vous rappeler voilà, qu'on a des objectifs dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone. On va passer directement à la suite. Et du coup, on a une double possibilité. Donc, dans le cadre de la stratégie française énergie-climat, la SFEC, qui est en cours, on a une réflexion. Vous avez dû entendre parler en plus, en ce moment, il y a beaucoup d'articles sur la question du puits de carbone en forêt qui est en train de diminuer. Pour autant, on compte beaucoup quand même sur lui pour atteindre nos objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Donc, on a encore des forêts, heureusement, qui stockent plus de carbone qu'elles en émettent. Par exemple, la forêt des Landes, qui pourtant est une de celle qui a le plus de récoltes, donc ce qui prouve bien que voilà, tout ça n'est pas totalement lié, mais on a à la fois une possibilité dans le système de replanter et donc de continuer à stocker du carbone dans le puits forestier, et puis on a toute la partie substitution, donc c'est les 3 S. Donc la substitution, c'est ce qui est important, c'est ça permet en fait de séquestrer le carbone et de venir substituer à des énergies fossiles dans le matériau, donc jusqu'à ce que le bois soit brûlé, c'est-à-dire le plus tard possible ou jamais, on l'espère, avec une logique également où la filière doit travailler sur la question de réemploi du bois pour ne jamais avoir finalement à relarguer le carbone. Donc voilà, ça c'est des chiffres qu'on donne, et aujourd'hui on est vraiment en train de travailler sur ces logiques de flux matière, et donc on a deux défis devant nous: augmenter la résilience des forêts face au changement climatique pour renforcer les puits de carbone et qu'on arrête de baisser ce stockage de carbone dans les forêts, et réorienter les usages du bois vers les usages à long terme, c'est-à-dire quand même si on n'est pas là pour hiérarchiser les usages, on sait quand même que le bois d'œuvre permet en fait d'utiliser le bois sur le plus long terme, et le bois énergie doit rester quand même plutôt un connexe du bois d'œuvre et non pas devenir une activité principale. Donc voilà, et je ne sais plus s'il y avait encore une slide après. Et alors là, on avait remis effectivement, donc pour ouvrir, tu veux peut-être présenter, ça va ouvrir sur toute la discussion qu'on a après, c'est la question des investissements. Donc je pense que tous les chefs d'entreprise et intervenants vont en parler, mais il y a eu, vous avez entendu parler de France 2030, France Relance, un nombre d'appels à projets du ministère. Là, il y a la loi Industrie verte, on espère que ça va prolonger. Donc il y a eu vraiment de nombreux investissements qui ont été mis en place pour aider les entreprises à faire l'effet levier. Et donc, c'est plus d'1 milliard par an pendant 5 ans pour des investissements qui seraient nécessaires pour la filière. Et donc, on espère surtout que voilà, ça ne va pas s'arrêter d'un coup à la fin de cette logique de France Relance. Donc, voilà, mais ça, les intervenants en parleront. Merci pour cette introduction et le contexte sur la filière bois. Je vous propose qu'on poursuive notre discussion avec en effet une table ronde. Donc, je vais inviter nos intervenants à me rejoindre. 4 d'entre eux en présentiel et 2 en distanciel. Alors, Arthur Cordelier, Wallop Préfin, merci de nous rejoindre. Nicolas Rousseau, Fort Invest, Guillaume Salmon, Suisse Chrono et Maxime Rabasté pour le conseil départemental des Yvelines. Ok, alors on change. Ça marche. Et nous avons également en distanciel Jean Pifteau-Bois et Yann Henriette de la communauté d'agglomération d'Épinal et qu'on pourra dans un instant enlever la présentation pour pouvoir voir nos intervenants à l'image quand ils interviendront. Donc, pour poser le contexte de cette table ronde et faire la transition avec la présentation que vous venez d'avoir. En effet, la filière bois, c'est une filière industrielle qui rencontre des enjeux
d'industrialisation. On l'a dit, la filière bois, c'est 440 000 emplois, directs, indirects, environ 60 000 entreprises sur le territoire français, qui se décomposent en plusieurs métiers. Donc, on a parlé tout à l'heure de la première transformation, la deuxième transformation, l'assemblage, dont on a des entreprises représentantes aujourd'hui avec nous. Et puis, un grand plan d'industrialisation qui a été lancé en particulier dès 2018 avec un plan d'action interministériel qui met l'accent sur l'accélération de la réindustrialisation de la filière et qui court de 2016 ou 2018 jusqu'à 2026. On l'a dit, on va l'évoquer ensemble, la réindustrialisation de la filière bois, elle rencontre des enjeux spécifiques. D'abord, un tiraillement entre le court terme et le long terme. Le court terme qui est compliqué, en particulier dans la construction, avec une visibilité limitée de ce que va être le marché, et pour autant un long terme qui est plutôt favorable, puisqu'on sait qu'on doit accélérer la construction de bois, que le bois énergie est un débouché, que la filière bois est un accélérateur de notre stratégie de décarbonation bas carbone. Donc, on sait que le long terme est favorable, mais le court terme est compliqué. On a besoin d'investissements qui sont certains. On l'évoquera peut-être ensemble lors de la table ronde. Et investir dans la filière bois, ce sont des investissements qui sont souvent plus lourds et plus longs que dans d'autres filières, de l'ordre de une fois ou une fois et demie le chiffre d'affaires d'une entreprise quand elle veut vraiment investir sur son outil productif ou sur son immobilier, ce qui est sans commune mesure avec ce qu'on voit dans d'autres secteurs industriels. Donc, des investissements qui sont certains, des enjeux de foncier. Pour implanter une scierie ou une usine, il faut du foncier, comme dans toute industrie. Donc, c'est un enjeu. Et puis, un enjeu d'acceptabilité qui est peut-être un petit peu contre-intuitif parce qu'on se dit, bon, implanter un site de production dans la filière bois, ça va nous apporter des solutions pour le long terme. Mais pour autant, quand on implante un site, quand on scie des arbres, quand même, on touche à l'émotionnel de nos concitoyens. Et donc, la filière bois a aussi un enjeu d'acceptabilité sur les territoires. Donc, des enjeux qui sont, encore une fois, classiques dans la réindustrialisation, mais peut-être exacerbés pour la filière bois. Alors, pour en parler, on a à la fois des industriels de la filière, des investisseurs, un investisseur en particulier avec nous ce matin, et puis des territoires. Donc, Nicolas Rousseau, vous représentez Fort Invest, vous allez nous parler d'investissement aujourd'hui. Guillaume Salmon, vous représentez Suisse Chrono, qui est un acteur majeur, en particulier, si je ne me trompe pas, mais vous pourrez préciser, de la première transformation. Maxime Rabasté, conseiller départemental des Yvelines, vous allez nous parler de la filière bois, en particulier de sa proximité avec un bassin de consommation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, dans la carte, les cartes de la filière bois qui étaient très intéressantes parce qu'elles montraient une filière très protéiforme sur les territoires. Arthur Cordelier, Wallop Préfa, où vous représentez un acteur plutôt de la deuxième transformation et de l'assemblage. Nous avons également Yann Henriette, qui est ici à l'écran, qui représente la communauté d'agglomération d'Épinal, qui va nous parler de l'écoparc d'Épinal, donc un écosystème qui est plutôt proche de la matière première. Et nous avons également Jean Pifto, qui dirige Pifto Bois et qui est un acteur à la fois de la, encore une fois, je vous laisserai préciser, mais de la première et de la deuxième transformation de la filière. Alors, je voudrais commencer avec vous, Guillaume. On a parlé des enjeux de la réindustrialisation de la filière bois. Je passerai mon micro pour répondre. On a parlé de ces enjeux. Comment vous les vivez, vous, sur le terrain, en tant qu'industriel, ces enjeux de réindustrialisation? Et puis, est-ce que vous pouvez, au passage, nous rappeler ce que fait Suisse Chrono? Déjà, merci pour l'invitation. Puis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour représenter Suisse Chrono. Suisse Chrono rapidement. Donc, Suisse Chrono France, déjà, le site français du groupe. C'est 400 collaborateurs. On est installé à Sully-sur-Loire, donc à 45 minutes d'Orléans. Voilà, c'est un chiffre d'affaires d'à peu près 250 millions d'euros. Donc, nous, on est des panneautiers, hein, donc spécialistes du panneau bois. On a 2 lignes de fabrication sur le site, une ligne de fabrication d'OSB,
Donc, Oriented Strands Board, c'est le type de panneau avec les lamelles orientées, peut-être que vous connaissez. Donc, un produit vraiment construction bois. Produit à peu près 400-450 000 m3 à l'année. Et deuxième ligne de fabrication, donc panneaux de particules agglomérés. En termes de volume, c'est à peu près la même chose, 400-450 000 m3 à l'année. Donc là, on est un des acteurs français, on a à peu près 20-25% des parts de marché. On est à 60% des parts de marché sur l'OSB. On est le seul fabricant en France. Voilà. Nous, on distingue plusieurs types d'enjeux. Alors, deux mots d'abord sur le groupe quand même. Donc, nous, on fait partie du groupe Suisse Chrono. C'est un groupe suisse, comme son nom l'indique. Il y a 10 usines en Europe et aux États-Unis. C'est à peu près 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 5000 collaborateurs. On distingue trois enjeux majeurs. Un enjeu déjà sur la ressource. Comment utiliser cette ressource de manière pérenne et en limitant évidemment l'impact. Donc nous, on travaille beaucoup sur le circuit court. Donc on parlait de Bois de France tout à l'heure. Nous, 100% du bois est issu de forêts locales, ou en tout cas aussi locales que possible. Donc on a travaillé beaucoup sur notre process en fait, pour nous adapter à la ressource locale. On a un process OSB qui est à la base un process résineux. On aime bien aussi les bois ronds et droits. Mais sauf que la forêt de Sologne dans laquelle on est situé, c'est beaucoup de bouleaux, de châtaigniers, voilà, d'essences complètement diverses et variées. Donc, on a travaillé notre process pour vraiment nous adapter à cette ressource, ce qu'on a réussi à faire. Aujourd'hui, il y a une dizaine d'années, on avait 100%, 95% de bois résineux. Aujourd'hui, on est à peu près 50-50. Ça, c'est un point qui est important et sur lequel on travaille au quotidien. Un deuxième enjeu important, c'est comment le produit fini s'intègre dans le marché, en l'occurrence pour l'OSB, le marché de la construction, et comment il participe à décarboner ce marché. Donc voilà, l'OSB, typiquement, c'est, surtout le groupe, pour une tonne de CO2 émise dans la fabrication du produit, c'est 2 tonnes de CO2 de stocker dans le produit. C'est vraiment quelque chose que l'on promeut. Et troisième enjeu, c'est l'empreinte du site, l'empreinte de notre process, qui n'est pas négligeable, clairement. Le secteur panneau, c'est un secteur qui est très énergivore. Ça, c'est un point important. Le processus du séchage, notamment, c'est 80% des consommations. Nous, sur le site de Sully, on consomme à peu près 500 gigawatts à l'année d'énergie thermique et 100 gigawatts à l'année d'énergie électrique. Donc, on a un des plus gros consommateurs dans la région Centre-Val de Loire. Donc, c'est évidemment clé. Donc, nous, c'est un des axes majeurs d'amélioration et d'optimisation de nos process, de nos équipements pour limiter l'impact que l'on a et l'empreinte qu'a l'entreprise dans son environnement. On a travaillé, ça fait quelques années déjà, justement sur cette partie énergie. On partait d'une situation où on avait un mix énergétique complexe et pas très performant, avec une part gaz importante. On a encore jusqu'à 40% de gaz dans notre mix énergétique. Donc, outre le coût du gaz et la disponibilité, l'impact environnemental est réel et clair. Donc, on a travaillé depuis, ça fait 4 ans de ça, sur un projet qu'on appelle Green Energy, donc pour substituer cette part gaz par de la biomasse. Donc, c'est un projet en fait de remplacement complet de notre process de séchage du bois, donc plus énergivore, couplé à une chaudière biomasse pour alimenter ces process-là. Donc, c'est un projet qui est en cours de construction. La chaudière, les sécheurs sont en cours de construction. C'est un projet de plus de 100 millions d'euros. On parlait tout à l'heure de capitaux. Effectivement, c'est des capitaux importants. Mais c'est à l'échelle de l'entreprise et des volumes. On est accompagné sur la partie construction de la biomasse par Dalkia et Meridiam. Sur la partie sécheur, c'est 100% investissement Suisse Chrono.
Donc voilà, on a essayé de faire un projet le plus vertueux possible. Donc on a un système de condenseur qui vient récupérer les températures les plus basses pour faire du pré-séchage, des sécheurs basse température qui nous permettent d'utiliser toute la gamme de températures émises par notre production d'énergie. Voilà, donc l'objectif avec ça, c'est de venir substituer ces 40% de gaz pour les limiter à 5-10%, qui sont les 5-10% techniques de montée en charge, de redémarrage, voilà, le strict minimum. Ça veut dire aussi 35 000 tonnes de CO2 fossile évité, ce qui n'est évidemment pas négligeable, et qui va complètement dans la stratégie du groupe de décarboner autant que possible le secteur. Voilà. Merci. Donc, des enjeux qui sont à la fois industriels, qui sont des enjeux de décarbonation, des enjeux d'investissement, comme on l'a évoqué. Donc, une empreinte qui est en particulier importante quand on veut s'étendre ou quand on a besoin de plus d'espace, puisqu'il y a un enjeu d'acceptabilité de foncier. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire avec Jean Piveteau. Bonjour. Bonjour. Donc, Jean Piveteau, vous représentez Piveteau Bois. Je voulais savoir si, alors de la même manière, si vous pouvez nous dire un mot sur Piveteau Bois pour bien présenter l'entreprise. Je voulais savoir si vous, ce que vous pensiez en effet de ces enjeux qui viennent d'être évoqués par Guillaume sur Suisse Chrono. Est-ce que vous les partagez? Est-ce que vous voulez ajouter d'autres enjeux que vous rencontrez? On les a évoqués ensemble quand on a préparé cette table ronde. Des enjeux à la fois proches, mais également autres. Quelle est votre réaction sur ces enjeux? Donc, nous, Piveteau Bois, c'est un ensemble de 3 scieries. D'ailleurs, on ne dit plus que notre métier, c'est le sciage du bois. Nous, on considère que notre métier, c'est de valoriser la forêt de nos territoires. Parce que globalement, une scierie, on s'approvisionne à peu près à 300-400 km maximum autour du site. Donc, on est vraiment inscrit sur la valorisation de la forêt française. Et on fait à peu près 400 millions, 440 millions de chiffre d'affaires pour 500 000 m3 de sciage commercialisé et 400 000 tonnes de pellets. Donc, pour rejoindre un petit peu ce que disait Guillaume, on est un peu sur le même modèle. On cherche vraiment à décarboner toute la partie industrie de la production et on est autonome en énergie. C'est-à-dire qu'on produit avec l'écorce, on fait marcher des chaudières biomasse pour produire de l'électricité. Ensuite, on récupère la chaleur fatale pour récupérer de l'eau chaude, puisque tous les process bois demandent du bois sec. Donc, on consomme beaucoup d'eau chaude. C'est la même chose que le panneau. Donc, on est vraiment inscrit là-dedans. Et après, notre métier, on fabrique tout ce qui est des produits de structure, donc des bois d'ossature, du lamellé-collé, du CLT, tous les produits pour la construction, après, avec toute la partie sciage. Après, en termes d'investissement, on a fait des investissements très, très tôt dans les produits de la seconde transformation, dans les produits techniques que la construction réclame aujourd'hui et qui est un peu le sujet de la réindustrialisation, c'est aussi de produire ce dont les constructeurs ont besoin demain. Je voulais simplement donner un petit peu, parce que Jérôme présentait tout à l'heure que la filière Allemagne-Autriche est nettement plus en avance que la filière française. Et je mettais ça un petit peu sur le compte que nous, on se trouve en France avec un pays après la guerre où on a vu naître les leaders mondiaux du béton. C'est-à-dire que les meilleurs producteurs ou les meilleurs sachant construire en béton sont quand même français. Et donc, il y avait le marché du bois dans la construction est toujours resté assez confidentiel. Donc, du coup, les investissements l'ont été aussi, les investissements de la filière bois l'ont été aussi confidentiels puisqu'il n'y avait pas non plus de lisibilité sur le marché. Et tout cela pour vous dire qu'aujourd'hui, ça a complètement changé depuis la mise en place de la RE 2020. Nos clients constructeurs ont pris un virage très, très fort pour décarboner la construction avec l'intégration des matériaux biosourcés, dont le bois représente sans doute la plus grande partie. Donc, ce qui se passe, c'est que depuis quelques années, on a de la visibilité sur le marché. On a un marché qui est en train de se développer sur la construction bois. Et les investissements, comme Céline l'a montré tout à l'heure, vont bon train depuis quelques années. Donc, il y a une question un peu je pense que c'est Virginie qui en parlait tout à l'heure, un peu de temporalité, puisque les investissements, c'est des cycles de 2 ans, 3 ans, des investissements très, très lourds. On dit toujours 1 euro investi pour 1 euro de chiffre d'affaires. Mais la machine est en marche.
Je voulais rebondir un petit peu aussi sur, sans chagriner Jérôme, qui donnait des chiffres de la production française de l'ordre de 7,5 millions de mètres cubes de résineux. Je crois que les derniers chiffres aujourd'hui du mois de mars 2023 sont à 8,6 millions. Donc, c'est-à-dire que la filière a progressé en production de sciage français de près de 12-13% là, au cours des quelques dernières années. Donc, vous voyez que la trajectoire est vraiment prise pour répondre à la demande des produits d'engineering. Il y a 4 ans ou 5 ans, il n'y avait quasiment pas d'usine de seconde transformation de lamellé-collé et de CLT. Aujourd'hui, il y a 5 ou 6 usines de lamellé-collé, il y a 4 usines de CLT. Donc, vous voyez que la machine est bien lancée, mais il y a un peu de temporalité. Mais c'est grâce quand même à la lisibilité du marché de la construction bois qui s'ouvre de façon très, très importante, qui nous rassure pour lancer ces investissements très lourds. Voilà un petit peu, j'essaye de brosser un peu le périmètre. Alors, merci. Vous dites que la machine est en marche. On va, j'espère, rattraper notre retard sur les autres, nos pairs européens. Il faut combien de temps, à votre avis, pour qu'on rattrape un peu de retard? La machine est en marche. Bon, on y est dans combien de temps? C'est le rythme des deux, c'est les marchés et les industriels. Donc, il faut que l'on avance ensemble et que là, les équilibres sont un petit peu en train de… On rattrape le retard, mais c'est peut-être une dizaine d'années. Hein. Donc, une dizaine d'années, c'est l'horizon qu'on a, ou en tout cas la dynamique qui s'engage. Évidemment, 10 ans, c'est à la fois court, parce qu'on doit investir, on doit voir le fruit de ces investissements, et en même temps très long, puisque notre stratégie de décarbonation doit avoir des résultats qui sont à la fois moyen terme, mais aussi court terme, puisqu'on voit les effets qui sont des effets accessoirement anxiogènes de l'urgence climatique. Donc voilà, on est dans cette temporalité. Ouais, si je peux rajouter, c'est vrai, de toute façon, on est dans une filière de temps long, hein, parce que la forêt, c'est entre 50 et 60 ans pour les résineux et 4 fois plus pour les feuillus. Ce qu'il faut, je pense, c'est la filière bois a aussi une responsabilité, je pense qu'on a un pouvoir d'action important pour les enjeux climatiques, sur le réchauffement climatique. Donc, on se doit tous collectivement de développer la filière bois pour toutes les raisons qu'ont expliqué Jérôme et puis Céline avant. Donc, il faut que tout le monde avance, mais il faut que le marché continue d'avancer pour que les industriels continuent d'investir, mais il faut aussi que les collectivités et l'État continuent de mettre des incitations très, très fortes sur la plantation, parce qu'il faut développer aussi, continuer à développer les forêts, même si déjà on a une courbe qui est très, très ascendante sur les plantations en forêt en France, mais il y a des pays comme l'Australie, la Chine, même l'Espagne, ont lancé des politiques de plantation très, très importantes en se disant que c'était un enjeu important pour les siècles à venir, la filière bois et la forêt, puisque la forêt peut nous donner un petit peu tout. Parce que là, on parle des produits de la construction, mais la forêt peut aussi nous donner aussi peut-être de la chimie verte. Il y a tout, le bois peut tout nous fournir. Donc, il faut vraiment collectivement, on pousse tous ensemble la filière bois. Est-ce que vous pensez que la filière bois rencontre des enjeux d'acceptabilité? On en parlait tout à l'heure, d'acceptabilité sur les territoires. Quand on ouvre un nouveau site industriel, est-ce qu'il est bien accepté? Ouais, tout le monde est en phase un petit peu avec le discours qu'on vient de tenir. Il faut construire en bois, continuer à décarboner la construction, c'est des enjeux importants. La forêt consomme du CO2, c'est super. Et après, d'un autre côté, il y a une petite frange d'acceptabilité qu'il ne faut pas couper les arbres. Donc, il faut vraiment qu'on travaille beaucoup toute la communication. La communication, peut-être à commencer peut-être dans les écoles, pour bien expliquer le cycle de vie de la forêt et son fonctionnement pour rendre la coupe des arbres plus acceptable. Puis après, le deuxième volet, c'est les sites industriels. Hein. Aujourd'hui, on rencontre quand même des soucis importants. Il y a déjà des temps longs administratifs qui seraient opportuns de réduire. Mais même si dans un site industriel, on a toutes les autorisations, que tout est bouclé, on doit quand même à la fin, même après avoir une autorisation d'exploiter, faire face à des petits collectifs qui soulèvent à droite, à gauche, qui font des manifestations et qui ralentissent le process, des fois 1 an, 2 ans de plus. Oui, tout à fait. C'est un point qui n'est absolument pas négligeable. Dit comme ça, qui peut paraître anecdotique, parce qu'on se dit, bon, bah voilà, il y a des collectifs, oui, on les entend dans la presse, mais en réalité, ils peuvent retarder l'ouverture d'un site de 2, 3, voire encore plus longtemps, donc 2-3 ans, voire plus longtemps, voire simplement mettre au tapis un projet d'ouverture. Donc, ce sont des enjeux qui sont importants, même quand on a
un modèle d'implantation très vertueux. Merci, merci Monsieur Pifto. Je voudrais passer la main à Arthur Cordelier, qui représente Wallop Préfa, qui a aussi un projet très vertueux, et vous allez nous le raconter, et pour autant, qui rencontre quand même des enjeux d'implantation, parce que, eh bien, comme on le dit tout à l'heure, il y a une certaine contradiction entre l'aspect très vertueux de cette réindustrialisation et puis ce qu'on rencontre sur le terrain. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Arthur, de tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, des enjeux de la réindustrialisation et que vous rencontrez en particulier? Alors, Wallop en deux mots, c'est un préfabricant qui est implanté dans le 77 avec la vertu d'intégrer la première transformation de la plante. Donc, nous sommes des charpentiers constructeurs bois qui faisons de la préfabrication, tout ce que vous connaissez déjà. Et on ajoute une plus-value d'isolation en fait, avec un matériau qui s'appelle le béton de chanvre, donc un mélange de liant qui est ni plus ni moins que de la chaux, donc du géosourcé, et la chaîne VOD qui est donc produite et transformée dans un secteur assez petit qui correspond plutôt d'ailleurs à des pays comme comme Coulommiers, comme la Beauce, qui sont plutôt des grosses industries céréalières. Vous savez qu'il y a besoin de transition entre une betterave, par exemple, et entre un blé. Et l'idée, c'est de mettre des têtes d'assolement. Et le chanvre répond en fait à cette dynamique. Donc, nous, on se sert de cette matière première transformée et valorisée sur le territoire pour isoler des murs en ossature bois, pour servir le monde de la construction. Donc, en effet, je ne peux qu'aller en complément des observations des autres intervenants vis-à-vis de la valorisation de la ressource, vis-à-vis de la valorisation du territoire, qui, pour moi, me semble essentiel, parce que si on emmène une certaine rétribution de la valeur qui est apportée par la transformation du produit directement au sein du territoire, forcément l'unanimité est beaucoup plus facile à faire, même de manière très 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 locale. Parce que si on regarde ça de manière un petit peu plus éloignée, le marché est prêt, enfin progressivement, parce qu'il ne faut pas oublier que le marché il répond aussi à la technique, et la technique sur les matériaux biosourcés, vous le savez, c'est quand même un enjeu capital. La France est quand même le pays, le laboratoire du monde. Pourquoi le laboratoire du monde? Parce qu'on a la compétence, et c'est bête de ne pas la mettre au service d'ailleurs des produits biosourcés. Donc ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est qu'on se rend compte qu'on a une filière millénaire, la filière bois, on a une agriculture qui est très bien gérée, une sylviculture qui est très bien gérée, on a une compétence millénaire reconnue même par nos amis allemands, hein, surtout par le reste du monde. Les plus grands concepteurs et constructeurs, même en maçonnerie, viennent de France, et malgré tout ça, on reste un petit peu le dindon de la farce et on exporte. Donc, c'est assez rigolo, mais je pense qu'il ne faut pas oublier là-dedans que cette compétence, il faut l'entretenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à peu près 3 000 à 4 000 constructeurs bois, bon, pour la partie construction, j'entends, qui sont formés par an. Et si on voulait correspondre aux 30% à peu près de parts de marché que nous réserve, enfin, qu'aimerait nous réserver l'État sur le marché de la construction bois, il faudrait qu'on fasse quasiment x10 d'ici 5 à 6 ans. Donc, je vous laisse deviner, ça ne viendra pas de la formation initiale, c'est quasiment impossible. On ne va pas convaincre 10 fois plus de jeunes aujourd'hui de se lancer sur ces filières-là, qui ne font pas l'unanimité aussi. Donc, je pense qu'il y a aussi un réel devoir des territoires de se pencher sur ce sujet, de réimplanter aussi la formation initiale, de réimplanter la transformation des métiers, parce que nos maçons, historiquement, vont forcément changer de métier. Il y a une mutation qui va s'opérer. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier ces sujets-là. Et si on arrive à rentrer tout ça au sein d'un territoire, que ce soit la rétribution de la valeur, que ce soit la valorisation, évidemment, du produit, et la compétence, on fixe de l'emploi, on apporte du chiffre d'affaires et l'unanimité est beaucoup plus grande. La réponse au marché, elle se fait aussi à deux vitesses parce que le marché n'est pas développé. Donc, ça nous impose une régionalisation, c'est-à-dire qu'on va être obligé de créer plusieurs sites sur plusieurs territoires pour éviter de se retrouver avec des méga-sites qui sont compliqués à implanter et d'autre part, des méga-sites qui ne tourneraient pas ou tourneraient au ralenti en attendant que le marché puisse y répondre. Donc, évidemment qu'on a ces problématiques qui se mettent en place et donc les relations avec tous les organes de l'État qui nous permettent d'implanter un site, que ce soit au niveau de l'agglomération, de la préfecture. On en échange encore tout à l'heure. Les problèmes peuvent venir de différents niveaux. Il y a une valeur qu'on reconnaît tous et pourtant on n'arrive pas à la faire rayonner. Donc, je pense que c'est ça les enjeux de la filière bois et de la filière biosourcée, c'est de faire rayonner, d'acculturer de plus en plus, que ce vienne de la formation initiale, donc nos enfants, les enfants de nos enfants, et après, le marché, il est là, il va y répondre, la technique, elle est là, on a les techniciens, on a la compétence, on a la matière première, donc maintenant, il faut rayonner. Merci, et vous rayonnez en particulier, vous êtes lauréat de Territoire d'innovation, qui est un programme gouvernemental qui promeut à la fois des projets de territoire
à valoriser, et puis également des entreprises qui sont sur ces territoires. En effet, vous mentionnez la nécessité d'avoir de multiples sites. Vous l'aurez compris, donc j'accompagne des entreprises qui ont justement cet enjeu d'implantation industrielle. Et implanter un grand site en France, c'est compliqué, mais implanter plein de petits sites, c'est compliqué aussi parce qu'on multiplie du coup ces problématiques d'implantation, et ça veut dire qu'on a une nécessaire articulation avec les territoires. Merci donc sur cet enjeu de rayonnement et puis évidemment ce lien essentiel avec les territoires. Je voudrais faire le lien avec Yann Henriette, qui est connecté avec nous aujourd'hui, qui représente la communauté d'agglomération d'Épinal, qui soutient la filière bois. Et j'aimerais que vous nous racontiez comment vous la soutenez sur l'ensemble des enjeux qui ont été ici présentés, à la fois sur l'amélioration, la revue des process industriels, l'innovation dans les process industriels, des problématiques d'implantation, des problématiques peut-être d'investissement. La parole est à vous et n'hésitez pas également à présenter votre rôle, votre fonction qui est toute particulière sur la filière bois dans la communauté d'agglomération d'Épinal. Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Effectivement, ce que je vous propose, c'est un témoignage de ce que peut être une expérience territoriale, à savoir celle qui est portée par la communauté d'agglomération d'Épinal. Peut-être un petit point d'introduction pour situer ce qu'est la communauté d'agglomération. C'est un groupement de 78 communes centré sur le centre, le cœur du massif vosgien. Vous l'avez compris, un massif assez bien doté d'un patrimoine forestier, plus de 50% de sa surface couverte par un régime forestier autant montagneux et résineux que de plaine avec feuillus, donc une diversité de ressources. Effectivement, la communauté d'agglomération d'Épinal essaye de relever auprès des industriels deux enjeux assez distincts, mais qui se retrouvent. Le premier, c'est de faire en sorte que sur son territoire, les industriels existants puissent être accompagnés dans leur approche d'une industrie plus verte. À l'image des témoignages qui ont été donnés tout à l'heure avec Suisse Chrono et Pifto, c'est en particulier d'accompagner la transformation dans la production énergétique et le développement de ce que peut être une filière bois-énergie, mais une filière bois-énergie maîtrisée et dédiée à ce que peut être une valorisation de la biomasse, par exemple, pour la production de chaleur et l'électricité. Donc, un accompagnement d'un patrimoine industriel existant, il est déjà notable. Ce qu'on peut noter, c'est qu'on est sur un département qui est le premier département de la petite France. C'est aussi un département qui appartient à une grande région, la région Grand Est, qu'on a vu tout à l'heure, la première région pour la transformation du bois. Donc, on a cette culture industrielle. Pour autant, on se doit de l'accompagner dans ce caractère de décarbonation. Et puis, il y a un autre enjeu qui est important pour nous, un autre enjeu industriel qui est d'accompagner et surtout de permettre l'implantation de nouveaux acteurs leaders des technologies vertes, des acteurs, on l'a vu, qui peuvent être des producteurs de solutions dans la construction bois. On l'a vu, construction bois qui est un des axes de développement de cette filière, qui est un des piliers de son activité. C'est aussi le développement de production de solutions de produits d'éco-matériaux biosourcés. C'est aussi, bien évidemment, des solutions d'énergie renouvelable et issues de la biomasse. Donc, deux enjeux, caractère d'accompagnement sur de l'existant et puis surtout une projection sur l'avenir. Alors, pour revenir sur ce que vous avez introduit, c'est quelle est notre contribution en tant que territoire sur ce que peut être la filière bois. Je relèverai deux caractères, enfin deux illustrations, elles sont nombreuses, mais deux illustrations. Bien évidemment, l'accompagnement de la construction bois, l'accompagnement par des éléments concrets, tout simplement qui
qui sont réalisées par des actions en particulier, ce qu'on pourrait citer, la commande publique, qui est réorientée vers la construction neuve et la rénovation de bâtiments en bois et produits biosourcés, d'où notre engagement auprès de FIBOIS avec le pacte bois biosourcé FIBOIS Grand Est. C'est aussi une orientation et un appui tout particulier sur le sujet des compétences. Ça a été cité tout à l'heure. Un des éléments, c'est que nos collaborateurs de demain se doivent d'être mieux formés, mieux accompagnés, mieux sensibilisés à ce que peut être nos challenges, que peut être les filières. Donc, c'est l'enseignement supérieur, c'est via le campus des métiers et des qualifications, c'est l'école d'ingénieurs que vous connaissez tous, à savoir l'école d'ingénieurs de l'UNITIB sur notre territoire. Tout ça pour favoriser effectivement la montée en compétences de nos futurs collaborateurs. Et puis, c'est aussi ce que je pourrais citer, c'est un soutien de ce que peut être la filière, vous l'avez cité, c'est qu'il n'y a pas de bois sans forêt. La forêt, c'est effectivement un engagement de longue haleine. C'est nécessairement de l'investissement avec un payback qui n'est pas forcément identifié à court terme. Et donc, ça veut dire que les communes sont engagées dans des politiques de reboisement. C'est des contrats d'approvisionnement qui sont mis sur notre territoire pour donner aussi de la visibilité à nos industriels et en particulier la première transformation pour garantir des approvisionnements de qualité et puis surtout dans une temporalité. Donc, c'est un sujet de pérennité d'approvisionnement. En tout cas, c'est un certain nombre d'actions qui sont menées sur ce que peut être le sujet de la construction. Et puis, il y a un autre témoignage que je voulais partager ce matin avec vous, qui était à l'image de ce qui était cité, la difficulté qu'on peut avoir sur la nouvelle implantation d'activités industrielles. On a cité ce que pouvaient être les méandres de ce que les dispositions administratives, environnementales et j'en passe. C'est vrai que quelque part, c'est un frein à l'industrialisation. Et c'est pour ça que sur notre territoire, nous avons engagé depuis longtemps un certain nombre d'approches sur l'aménagement foncier, l'aménagement qui a pour vocation de mettre à disposition de futurs investisseurs des champs fonciers quelque peu identifiés et voire déjà aménagés. L'idée, c'est d'avoir des zones d'activité clés en main. Quand je dis clés en main, ça veut dire identifier, ça veut dire accompagné par l'administration et en particulier les pouvoirs publics sur ce que pourrait être l'acceptabilité écologique et sociale, mais c'est aussi adapté dans le sens où elles seront prééquipées, pré-industrialisation, on va dire, mais pré-équipées en particulier sur des utilités. On a sur notre territoire 3 zones d'activité dédiées à la filière bois. Une qui est en lien avec le premier secteur d'activité cité, à savoir la construction. Une zone d'activité qui accueille les entreprises qui sont plutôt dans la maison ossature bois, effectivement les chantiers hors sol. On a une zone d'activité qui est plutôt sur les usages extérieurs du bois avec un certain nombre des champs d'expérimentation sur des bâtiments relais qui permettent d'introduire de nouveaux acteurs, en particulier sur du thermochauffage, ainsi de suite. Là encore favorable à la valorisation de matières premières locales. Et puis un dernier point que je me permets de partager, c'est le sujet de l'écoparc sur la Green Valley. C'est un territoire qui est dédié à l'industrie, qui de ce fait permet peut-être une meilleure acceptabilité. C'est un territoire qui était déjà industrialisé, en particulier avec des acteurs comme la papeterie de Golbet, qui œuvrent dans une conversion d'activité et qui, par ce biais-là, entraîne toute une dynamique autour de ce que peut être la gestion de la ressource locale et puis la montée en puissance de cette activité décarbonée. Alors, l'écoparc, c'est quoi? C'est près de 90 hectares qui ont pour vocation d'accueillir des industriels de la première transformation jusqu'à la chimie verte, ça a été cité. C'est un développement en 3 phases avec la fibre, l'énergie et la chimie verte. 3 étapes qui ont permis en particulier de mettre en place un schéma directeur qui a pour vocation d'accueillir
des capitaux et des industriels majeurs. À l'illustration de ce qu'il en est aujourd'hui, je rappellerai qu'aujourd'hui, la Green Valley et l'Ecopark, c'est 500 millions d'investissements sur les 12 mois qui viennent, avec des investissements effectivement dans l'industrie décarbonée, mais surtout dans l'industrie verte. Et c'est près de 200 millions qui sont attendus dans les 3 ans qui viennent, en particulier avec le développement d'un certain nombre d'activités dans la chimie verte. Donc, on voit bien, et ça, quels sont les éléments clés qui ont permis d'arriver à ça? Je serais tenté de dire qu'il y en a 3, et là encore, ce n'est qu'un témoignage, mais c'est avant tout une volonté, un engagement des pouvoirs publics. Ça a été cité, c'est que ça ne peut pas se faire par la volonté que de certains, c'est une approche qui se doit d'être collective. C'est pour ça que les pouvoirs publics, depuis l'État jusqu'aux communes, on va dire, et tous les acteurs intermédiaires, sont engagés dans une approche collégiale, convaincus, et on parlait de communication et d'approche, d'acculturation sur ce que peut être l'intérêt du bois et de la filière bois dans cette industrie verte. Donc, cette approche est de faire en sorte que tout le monde soit convaincu et œuvre dans ce sens-là. C'est aussi de l'ingénierie. Pourquoi? Parce que ça ne sort pas du chapeau comme ça. On l'a cité, c'est qu'il faut identifier sur des territoires sans doute des potentialités et en donner quelque peu les moyens. C'est de l'investissement de la collectivité par l'intermédiaire de dispositifs, comme il a été cité en introduction, de l'État, des régions, mais aussi des localités. L'ingénierie pour maîtriser et associer le sujet de la ressource, c'est l'ingénierie pour l'énergie mutualisée, par exemple, et décarbonée. C'est de l'ingénierie sur des services collectifs mis en commun entre les différents industriels d'un seul et même territoire. Donc, on rejoint la démarche EIT, donc économie industrielle territoriale, qui, quelque part, est devenue notre point commun de toute démarche de développement économique. Merci. Et puis, je pense une solution foncière, j'ajouterai le dernier point, solution foncière qui est complètement indispensable. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve confronté à la zéro artificialisation nette et qui, quelque part, met en face de nous des enjeux, des difficultés supplémentaires et dont on a tout à besoin d'anticiper et de contrer pour que, quelque part, nos solutions puissent être proposées aux industriels arrivant sur notre territoire. Voilà quelques témoignages et solutions qu'on peut être amené à avoir développées sur un territoire comme celui d'Épinal. Merci beaucoup. Donc, soutien en effet à l'investissement, soutien par la commande publique, sujet que nous n'avions pas évoqué jusqu'à présent et qui est une véritable aide sur la réindustrialisation de manière générale et puis en particulier de la filière bois. Et puis, l'immobilier productif, on parlait du ZAN, bien sûr, c'est un enjeu crucial. Maxime Rabasté, conseiller départemental des Yvelines, comment est-ce que vous réagissez? Vous êtes, vous, un territoire qui est plutôt proche du bassin de consommation, donc complémentaire de ce que vient de nous évoquer Monsieur Henriette de la communauté d'agglomération d'Épinal. Comment vous réagissez-vous à ces enjeux? Comment vous soutenez la filière bois dans son aval, finalement, sur l'ensemble des sujets qu'on a évoqués? Alors, je ne pensais pas que je parlerais maintenant, ça va peut-être vous faire une grosse dose de collectivité publique, mais ce n'est pas grave. J'enchaîne quand même, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Alors, le territoire yvelinois, effectivement, d'un certain point de vue, ce n'est pas un territoire forestier. D'une autre, c'est l'est, hein, parce qu'en fait, un tiers du territoire yvelinois est couvert par la forêt. Mais c'est sûr que comme les Yvelines, ça fait moins de la moitié de la superficie des Vosges en quantité de forêt, il y en a beaucoup moins. Et puis les Yvelines, c'est aussi connu pour être le château de Versailles, les banlieues chics. Évidemment, on ne s'imagine pas qu'on peut se préoccuper de ce genre de sujet. En réalité, ce n'est pas que ça, hein. Les Yvelines, c'est un territoire fortement industriel historiquement. En Vallée de Seine, on a la première usine Renault, la première usine Peugeot, l'usine d'assemblage d'Ariane aujourd'hui, les usines de fabrication d'hélicoptères de Safran Turboméca. Donc, c'est aussi une vallée industrielle, mais qui a évidemment beaucoup souffert sur les dernières années. Et aujourd'hui, on a une grande quantité de bénéficiaires du RSA qui ont besoin de retrouver de l'emploi et qui ne retrouveront pas de l'emploi
uniquement dans les secteurs du service, de l'ingénierie, de la haute valeur ajoutée de la métropole. Donc, nous, on se bat aussi pour cette industrialisation. On est bien conscient que on n'a pas l'avantage d'être un territoire qui, historiquement, a une grande scierie et une grande forêt. Et donc, on ne peut pas s'inventer être un département de production de bois et de première transformation. Mais on pense néanmoins qu'on a des choses à mettre en valeur plutôt sur l'aval de la filière. C'est quand même un territoire qui est aux portes à 20, 30, 40 km, ça dépend où on se situe, du plus grand marché de construction d'Europe, de Paris. C'est un territoire qui est entre Le Havre et Paris. C'est un territoire qui a un certain nombre de grandes emprises industrielles embranchées fer, embranchées fleuve, et on est sûr que sur le long terme, c'est quelque chose qui pourra faire la différence. Aujourd'hui, c'est sûr que quand on va voir les industriels du bois, moi je l'ai fait, ça fait 3 ans que je suis en poste et je l'ai fait parce que la filière bois, c'est à peu près la seule sur laquelle on est proactif. Si je peux l'exprimer ainsi, globalement, nous, on est pour l'industrie. Voilà. Et donc, qui veut venir, vient, et on ne fait pas de prospection, on va chercher personne, on attend juste et on met à disposition nos terrains. Pour le bois, c'est différent parce qu'on sent que c'est une filière d'avenir. Donc là, on a un travail un petit peu plus proactif. Et donc, je reprends, quand moi, je vais voir les acteurs du bois, ils me disent, en gros, c'est bien mignon, mais ça ne coûte pas si cher d'affréter des camions sur 200 ou 300 bornes. Donc, pourquoi venir m'implanter dans les Yvelines? Moi, je suis convaincu que sur les 10 ou 15 années à venir, ou 20 années à venir, si on veut avoir encore du bois à mettre sur les camions, il va falloir commencer à faire un peu autrement. Et les transports fluviaux fret deviendront un avantage compétitif. Et le fait d'être à proximité des bassins de consommation, ce sera un avantage compétitif. Donc, à nous de tenir le cap. Et on a, un peu à l'instar de ce que disait mon collègue des Vosges, on essaye de parer aux difficultés de l'Île-de-France, c'est-à-dire qu'on agit déjà sur le volet foncier. En Île-de-France, on sait que c'est la plus grosse difficulté. Pourquoi il n'y a plus d'industrie en Île-de-France? Parce qu'une industrie, ça prend de la place, c'est peu dense, ça n'a pas beaucoup de sous à consacrer à son foncier. Or, en Île-de-France, le foncier, il est cher et il est rare. Donc, c'est évidemment absolument pas propice à l'industrie. Le département des Yvelines, et ça depuis 20 ans, a créé un fonds d'investissement foncier qui est doté de 450 millions d'euros pour sanctuariser des emprises, éviter qu'elles se fassent grignoter par du logement, par une petite activité tertiaire, pour garder de belles emprises foncières disponibles pour l'industrie. Et elle en fige le coût, c'est-à-dire qu'elle les acquiert et elle dit ce prix ne bougera plus. Et donc la pression foncière, le marché qui fait son œuvre ne repassera pas par là. Et on laisse ce foncier au plus bas coût pour les industries qui tentent le pari de l'Île-de-France et qui tentent le pari des Yvelines. Et on a ajouté à ça quelque chose d'assez unique, alors pas unique en France, mais unique pour l'industrie, c'est que nous, on a créé une SEM d'investissement. Donc ça, c'est pas du tout unique, il y en a plein. Une SEM d'investissement qui investit dans l'industrie. J'en suis également le directeur. En même temps que je travaille au département, je suis directeur de cette SEM. Et notre objet, c'est de construire les usines et de les mettre en location à tous les industriels qui ont envie de s'implanter. Et ça, on pense que c'est un argument dirimant pour une implantation, parce qu'on sait à quel point un industriel aujourd'hui a fort à faire à investir dans sa main-d'œuvre, dans son process technologique, dans ses machines-outils. Et donc, quand il faut penser au sujet de l'immobilier, ça devient l'investissement de trop, la chose sur laquelle on n'a plus de temps à passer, on n'a plus d'euros à mettre. Et donc, nous, on est prêt à faire ça. On est prêt à construire l'usine, à la faire sur mesure, à prendre le temps de la concevoir au plus proche du besoin de l'industriel et de la mettre en location avec une rentabilité sur 20 ans, sur 30 ans, peu importe. Il faudra une rentabilité, mais elle sera sur le long terme de manière à écraser au maximum le loyer pour l'industriel. Et ça, on pense, ça a marché avec plein d'autres industries. On pense que ça marchera avec l'industrie de la filière bois. Et puis enfin, encore une fois, à l'instar de mon collègue, on investit dans les sources de production d'énergie renouvelable de manière à soulager les acteurs industriels de cet investissement et puis de leur fournir quelque chose qui va verdir leur modèle et qui va alléger leur charge de fonctionnement. Voilà. Et puis on a, je le dis quand même aussi pour la fin, aussi fait muter notre commande publique. Le département des Yvelines s'est lancé dans un plan pluriannuel d'investissement de ses collèges uniquement en bois biosourcé. Ça représente plus de 500 millions d'euros. On s'est associé avec les Hauts-de-Seine et l'ensemble des 30 collèges qui vont être construits dans les 10 prochaines années par les 2 départements. C'est plus d'1 milliard d'euros sur des collèges en bois biosourcé.
On espère que c'est des signaux marchés qui vont donner de la visibilité, parce qu'on sait que c'est ça qui est important pour la filière, de la visibilité sur le débouché bois dans la construction. Merci. Alors, on n'en avait pas parlé lors de la présentation, mais comme on va maintenant passer à la partie investissement. Est-ce que vous avez quelques chiffres avant ça à nous donner sur l'investissement que vous mettez par la SEM sur une usine? Ça représente quel investissement, quelle superficie dans ce sur quoi vous investissez? Et puis, par ailleurs, vous parlez de plafonnement du prix du foncier, alors achat et location, j'imagine. Ça veut dire quoi ce plafonnement? Concrètement, ça représente combien par rapport au prix du foncier habituel dans les îles? Alors en fait, je vais avoir du mal à répondre à la question du prix du foncier parce qu'en fait, c'est extrêmement variable. Ça dépend des cas, ça dépend de la localisation précise, ça dépend de la taille critique. Donc, c'est difficile d'y répondre. Ce qui est sûr, c'est que quand un foncier est maintenu par un propriétaire privé, il sera vendu au plus offrant déjà. Et donc, du coup, au plus offrant, en général, ce n'est pas les industriels qui viennent, hein, c'est les promoteurs pour le logement, c'est éventuellement des investisseurs pour du tertiaire, mais ce n'est sûrement pas de l'industrie. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on vient de l'acheter, ce foncier, à son prix, et on promet de ne pas faire de bénéfices au moment où on le revendra. Ça ne veut pas dire que ce foncier deviendra compétitif par rapport à 10 hectares dans la Nièvre. C'est évident que non. Ça coûtera, je ne sais pas, je n'ai même pas les ordres de grandeur, mais c'est peut-être 10 fois plus cher. Et ça restera toujours le cas parce qu'on est en Île-de-France et qu'il faut bien qu'il y ait une prime à s'installer en Île-de-France. Enfin, c'est normal qu'il y ait un surcoût. On essaye d'éviter qu'il soit trop expansif dans le temps et surtout qu'ils viennent faire une espèce de sélection par le prix des acteurs qu'on y met. Et après, pour l'investissement immobilier, alors les ordres de grandeur, nous, notre foncière d'investissement, elle a 25 millions d'euros de capital à peu près à date, avec une projection de la passer bientôt à 100. Alors, ça fait passer ça fait des gaps importants, mais en même temps, en 3 ans, elle est passée de 4 à 25. Donc, c'est ça notre ordre de grandeur d'évolution. Et nous, une usine, on est prêt à y consacrer l'argent nécessaire. C'est-à-dire que si ça coûte 30 millions d'euros, on mettra 30 millions d'euros. Si ça en coûte 40, on mettra 40. Et si ça en coûte 15, on en mettra 15. Ça dépend de la taille. Mais en tout cas, ça ne nous fait pas peur. On actionne évidemment le levier de la dette pour multiplier notre capacité, éventuellement du co-investissement. Et donc, du coup, on est capable d'y mettre l'argent nécessaire. Ce qui est sûr, c'est que notre objectif de rentabilité à nous, il est extrêmement faible. C'est-à-dire qu'une collectivité de base, si je dois le dire, ça place de l'argent à 0%. D'accord ? Ça collecte de l'argent à 0%, c'est la fiscalité, puis ça place de l'argent à 0% parce qu'on n'a pas le droit de placer notre argent. Donc, quand on le met au service d'un projet immobilier, on n'attend pas beaucoup plus que 0%. Évidemment, on attend un petit peu de rentabilité parce qu'il faut qu'il y ait un modèle économique qui tourne, parce qu'on aura pris des emprunts entre-temps et puis parce qu'il y a une prise de risque. Mais globalement, si on se contente de faire du 3-4% sur les 20 prochaines années, c'est très bien. En fait, nous, on a déjà l'impression de faire notre boulot et c'est loin d'être ce qu'on peut trouver sur le marché privé, puisqu'en général, un privé, il ne va pas du tout vous dire ça. Un privé, il cherche 8% sur 10 ans. Enfin, ça ne fait pas du tout les mêmes loyers à la fin et c'est beaucoup moins lourd pour vous, enfin, pour les industriels, que si vous deviez le porter vous-même et servir votre dette. Merci pour les exemples et puis les ordres de grandeur. Et on va parler donc maintenant investissement pour terminer cette table ronde. Donc on l'a compris, la réindustrialisation de la filière demande des investissements qui sont lourds, qui sont des investissements long terme. Il y a différents fonds. Aujourd'hui, un fonds orchestré par BPI France que je mentionne parce que BPI France devait être avec nous aujourd'hui, ce matin, mais sans excuse. Donc, le fonds bois qui représente 80 millions d'euros d'investissement pour des projets qui ont du sens. On a également avec nous Nicolas Rousseau de Fort Invest qui va pouvoir nous illustrer, pour terminer, ces enjeux d'investissement, quelques ordres de grandeur et puis également ce que Fort Invest fait et les projets dans lesquels vous investissez. C'est à vous. Merci Virginie. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Nicolas Rousseau. Je représente la société Fort Invest. Fort Invest, on est une société qui a 2 activités principales. Une activité historique qui est l'investissement, spécialisé dans la filière forêt-bois française. Donc, on investit de l'exploitation forestière
passant par la première transformation, la seconde transformation, construction bois, bois énergie, chimie du bois et services associés à la filière. Pour investir, on a un réseau propre à Fort Invest avec des véhicules d'investissement. Ce sont des particuliers qui adhèrent à 90% des propriétaires forestiers et qui investissent leurs fonds personnels. Ces particuliers nous permettent d'atteindre des investissements qui vont jusqu'à 500 000 € par entreprise. Et au-delà de 500 000 €, on a un partenariat avec le Crédit Agricole. On a créé en 2021 le Fonds développement filière bois qui a vocation à investir dans les entreprises plus de 500 000 €, donc dans des entreprises un peu plus structurées. Et notre deuxième activité, très rapidement, c'est une activité de conseil auprès des dirigeants, conseil financier, conseil en recherche d'approvisionnement, et puis sur des questions de cession, acquisition, transmission d'entreprise. Au niveau donc de Fort Invest, on finance annuellement jusqu'à 5 entreprises maximum sur une moyenne de 300 000 € et on existe depuis 2010, donc on a investi à peu près 9 millions d'euros par an. 9 millions d'euros au total sur toutes les entreprises financées. Aujourd'hui, dans la filière, il y a deux paramètres qui sont à prendre en compte pour les entreprises lorsqu'elles veulent investir. Deux paramètres à prendre en compte en fait, dans la filière, c'est d'abord que c'est une filière très capitalistique. C'est des investissements qui se comptent en millions d'euros, dizaines de millions, voire centaines de millions d'euros. Et c'est une fréquence d'investissement qui s'est de plus en plus rapprochée. Avant, c'était des investissements qui avaient lieu tous les 10 ans. Aujourd'hui, c'est des investissements de plus en plus récurrents. Donc, des investissements qui se font tous les 2 ans, tous les 5 ans. Et donc, la nécessité d'avoir plus de capitaux disponibles pour pouvoir investir. Traditionnellement, les entreprises, elles allaient voir leur banquier et elles leur demandaient combien je peux avoir et elles mettaient en place leurs investissements. Il faut savoir que la filière, c'est quand même à peu près 90% d'entreprises qui sont moins de 50 salariés, donc c'est des petites entreprises qui n'ont pas connaissance de tous les dispositifs qui existent. Donc, une méconnaissance des subventions et une méconnaissance du capital investissement. Concernant les subventions, il y a un gros pas qui a été passé, notamment avec le développement de la construction bois, le développement du bois énergie. Il y a de plus en plus de subventions, d'appels à projets qui sont menés et qui permettent de dynamiser et de favoriser les investissements des entreprises. Mais il y a encore un travail à mener sur la connaissance de ces dispositifs pour les entreprises, travail que mène notamment Fibois et qui marche de mieux en mieux, puisqu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont au courant de ces dispositifs, mais il en existe toute une variété et il faut que les entreprises puissent les connaître. Et le paramètre le plus difficile, c'est l'investissement. Aujourd'hui, les entreprises, donc 90% de petites entreprises, quand on leur dit que des investisseurs vont prendre une part de leur capital, en général, on est sur des entreprises familiales, elles n'ont pas envie de donner une part de leur capital, donc il faut qu'on leur explique notre travail, qu'on leur explique qu'on a un objectif commun qui est de développer l'entreprise et que nous, notre objectif, c'est de sortir à terme pour laisser l'entreprise continuer d'exister. Donc aujourd'hui, l'enjeu, il est sur la connaissance, sur l'information, sur la communication, sur les subventions qui existent, sur le capital, qu'est-ce que c'est. On compte encore peu de fonds qui sont spécialisés dans la filière bois, donc Fort Invest, nous, mais plutôt sur un petit niveau. Un plus haut niveau, on a BPI avec ces fonds bois qui ont été lancés, et puis le fonds du Crédit Agricole Développement Bois, qui est à peu près au même niveau que BPI. Au-delà, on n'a pas de fonds d'investissement qui sont spécialisés filière bois, mais on a des fonds généralistes qui commencent de plus en plus à s'intéresser à la filière parce qu'on est sur une filière qui est importante dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone et pour atteindre nos objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour nous, chez Fort Invest, on est vraiment sur une filière d'avenir parce qu'on est sur une filière qui crée des emplois au niveau local, dans les régions, des emplois non délocalisables, dans des zones où il y a un taux d'employabilité qui n'est pas forcément aussi élevé qu'en Île-de-France. On est sur un approvisionnement qui est local, d'une ressource qui est renouvelable. En général, l'approvisionnement, il est à moins de 200 km du site, donc c'est quand même très proche. Et puis, on travaille une matière qui est renouvelable, le stockage du carbone dans l'arbre, la séquestration dans les produits transformés, la substitution au béton, à l'acier et la substitution du bois énergie. Donc, on est vraiment sur une filière d'avenir qui a encore une longue marche à faire, puisque effectivement, il faut que ce soit un développement qui soit commun, parce que la construction bois tire, mais il faut des produits transformés, des systèmes constructifs
qui puisse approvisionner cette construction. Pour cela, il faut des sillages secs, donc des capacités de séchage. Et pour cela, il faut mobiliser du bois en forêt. Il faut planter plus d'arbres et il faut faire accepter la coupe d'arbres en forêt pour qu'on puisse en mobiliser plus et surtout plus de résineux, puisque aujourd'hui, c'est majoritairement le bois qui est utilisé. Merci, merci pour ce panorama, en tout cas, des enjeux et de la façon dont on peut y répondre. Donc, pour conclure cette intervention et cette table ronde qui était passionnante parce qu'elle regroupait des acteurs très diversifiés et cruciaux de cette réindustrialisation, donc industriels, territoires et investisseurs. On a évoqué les enjeux de réindustrialisation de la filière, donc investissement, foncier, travail sur les process industriels, des différentes solutions à la fois sur de l'aménagement, sur de l'investissement à nouveau, sur de la commande publique, sur l'acceptabilité, en tout cas l'innovation, le rayonnement et l'acceptabilité de cette filière. Un grand merci à vous. Je vous laisserai poser des questions et peut-être davantage de manière informelle autour d'un café. À distance, nous allons regarder si vous avez des questions. En tout cas, n'hésitez pas à les poser dès maintenant ou à nous les transmettre par la suite et on pourra tout à fait échanger avec les intervenants ou vous mettre en relation. Alors, une question. Non, alors si pour le foncier, que pensez-vous de l'amphithéose Maxime? Moi, je pense que j'ai compris la question. L'amphithéose, c'est la mise à disposition du foncier, c'est-à-dire vous n'êtes pas propriétaire de votre foncier, il vous est mis à disposition. Nous, on y est assez favorable. C'est effectivement une bonne solution, notamment sur les fonciers très chers comme les fonciers franciliens, d'alléger un petit peu le coût d'opération. Parfois, c'est une crainte pour la personne qui s'implante dessus, qui se dit en fait, finalement, si je ne suis pas propriétaire de mon sol, je suis propriétaire de rien. Qui est un raisonnement très français dans l'ADN, quoi, mais qui en réalité me semble quand même être une alternative à investiguer. Et nous, on l'a fait dans les Yvelines, on l'a fait plusieurs fois avec des industriels qui étaient propriétaires de leur foncier, qui avaient des sites qui devenaient trop coûteux et qui avaient des besoins d'investissement. Et on leur a dit, bah, on a fait des sell and leaseback en bon français. On leur a racheté leur foncier, on leur a remis à disposition en location. Et ça a permis, par l'opération, de leur réinjecter du cash et en même temps de lisser le repaiement de tout ça. Donc, non, c'est quelque chose qui peut marcher assez bien et qui me semble à investiguer, mais qui n'est pas l'alpha et l'oméga de la réindustrialisation, parce qu'il y a aussi des territoires sur lesquels le foncier coûte déjà à peu près que dalle. Dans le nord de la France ou en Occitanie, c'est déjà plus du tout un problème, et où le sujet devient celui de l'immobilier. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est ça la partie la plus chère quand même de la construction d'une usine, la plus complexe, qui demande une technicité et qui demande du temps et qui prend beaucoup d'énergie en fait. Je partage, hein, on regarde quand on voit les enjeux aujourd'hui de foncier d'implantation des industriels, les baux amphithéotiques sont une des solutions, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga et ce n'est pas non plus une pratique qui est ancrée dans les habitudes des industriels. Donc voilà, on n'est pas nécessairement dans la solution, même si elle est évidemment considérée pour des entreprises qui ont besoin de cash, besoin de trésorerie, dans le développement de leur process industriel, dans l'investissement de leurs machines, et donc en particulier dans des entreprises en forte croissance. Est-ce que vous avez d'autres questions ou